Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du ventirad contre le water cooling. Donc tout d'abord on va se poser la question, qu'est-ce que c'est un ventirad? Un ventirad permet d'extraire la chaleur produite par le processeur et le refroidir par air. L'idée c'est que grâce à des conduits en cuivre ou en métaux, on va transmettre justement la chaleur produite par le processeur aux ailettes qui sont généralement en aluminium sur ton radiateur. Ces ailettes sont refroidies par le ventilateur qui aspire l'air frais venant du boîtier pour refroidir du coup notre radiateur. D'où le nom ventirad, ventilateur plus radiateur. Ce système simple mais efficace n'est pas cher. Un bon ventirad coûte 30 € minimum pour permettre de dissiper 200 watts de chaleur. La majorité des processeurs possèdent un TDP inférieur à 150 watts, ce qui veut dire qu'on a la majorité des processeurs qui possède une dissipation thermique inférieure à 150 watts. Ça veut dire du coup que pour 30 €, un ventirad de 200 watts va convenir à l'ensemble des configurations, à moins que ton système de ventilation de boîtier ne soit pas suffisamment optimisé. Comme inconvénient, on peut retrouver le bruit. Un ventirad n'est pas silencieux, mais ne fait pas non plus excessivement de bruit. Lorsque tu as ton casque sur les oreilles, tu ne l'entends plus. Mais si tu souhaites faire de l'enregistrement de voix ou simplement des vidéos comme moi, attention à ne pas mettre la tour trop proche de ton micro. Le deuxième inconvénient, c'est l'esthétique. Effectivement, c'est pas forcément le plus esthétique d'avoir un bloc en alu avec un ventilateur. Certes, le ventilo peut être RGB, mais ça reste de l'esthétisme sommaire. Donc si tu as pour ambition de faire une configuration très esthétique, très jolie, effectivement, pars plutôt sur autre chose qu'un ventirad. Ensuite, qu'est-ce qu'un water cooling? Un water cooling, c'est un système de refroidissement par eau, plus précisément par liquide. On dit beaucoup par eau, mais c'est pas vrai, c'est plus un liquide de refroidissement. C'est exactement ce que tu peux retrouver comme système pour les voitures. Donc l'idée, c'est que tu as un liquide qui circule dans un circuit fermé, des ventilateurs qui te permettent de refroidir le liquide de refroidissement jusqu'au radiateur, qui permet une fois de plus du coup de conduire la chaleur produite par le processeur. Le liquide de refroidissement est mis en mouvement grâce à une pompe. Pour résumer, la chaleur du processeur est transportée du radiateur au ventilateur où elle sera dissipée. Malgré que le water cooling peut être esthétiquement appréciable et silencieux, on peut retrouver quand même quelques inconvénients à un système de refroidissement. Le premier, avoir un système de refroidissement par liquide peut en dissuader plus d'un. La simple bonne raison que si jamais tu as une fuite, l'ordinateur peut se retrouver détérioré. Le deuxième, le prix est relativement élevé. Au moins 80 € pour le moins performant, ce qui reste un investissement quand même sur le moment assez élevé. Quand on compare par exemple par rapport au ventirad, à toi de voir est-ce que tu auras l'utilité de mettre 50 € en plus. Le troisième, un investissement sur le court terme mais aussi sur le long terme, car selon l'utilisation que tu vas avoir, il va falloir remplacer le liquide de refroidissement tous les 6 mois voire tous les ans. S'il y a une panne, il faut retrouver, si possible, la pièce défectueuse. Sur un water cooling, on a plus tendance à avoir comme pièce défectueuse la pompe, parce que c'est un élément mécanique et électrique. Sinon, si tu ne peux pas changer la pièce défectueuse ou que c'est autre chose du moins, là tu vas devoir changer l'ensemble du système de refroidissement, donc changer de water cooling et en racheter un complet. Que tu possèdes un ventirad ou un water cooling, il est nécessaire de dimensionner correctement tes ventilateurs de boîtier. La simple et bonne raison, c'est que plus tu vas apporter d'air frais à ton ordinateur, plus tu vas être capable de le refroidir au mieux. Plus tu le refroidis au mieux, moins tu génères de chaleur, et moins tu génères de chaleur, moins tu génères de pertes thermiques. Alors pourquoi je parle de pertes thermiques? Simplement, lorsque par exemple ta carte graphique génère de la chaleur, il faut imaginer que c'est des informations qu'elle devait traiter qui s'envolent. Elles sont perdues. Elles vont devoir être refaites une nouvelle fois pour pouvoir être exécutées. C'est très important à prendre en compte. La chaleur dans ton ordinateur, ça permet de te faire gagner en performance, mais aussi de te faire gagner en durée de vie d'ordinateur. Ce qu'il faut prendre en compte du coup, c'est les ventilateurs de boîtier. Tes ventilateurs de boîtier vont avoir deux types d'unités. Le dB, donc les décibels, qui vont représenter tout ce qui est bruit en fait, et le CFM. Le CFM, c'est cube foot per minute. C'est l'unité en fait justement après transformation du mètre cube par minute. Je ne dis pas que c'est la même unité, je dis juste que c'est semblable à une unité mètre cube par minute en 16. Pour prendre un exemple, les P12 Max de Arctic sont excellents sur justement leur taux de CFM, 84,01 CFM, ce qui représente à peu près 2,4 mètres cubes par minute. Ça veut dire qu'un ventilateur est capable de générer 2,4 mètres cubes par minute d'air frais dans l'ordinateur. Par ailleurs, ils sont à 20 dB, ce qui est en soi-même pas trop mal. Par contre, attention, ils sont capables, par exemple ceux-là sont capables de faire énormément de bruit.
Lorsque je les mets à fond, ils font un bruit relativement assourdissant. C'est à vous de voir comment vous allez dimensionner votre boîtier vis-à-vis de ces ventilateurs, mais il ne faut absolument pas négliger l'apport en air frais dans ton ordinateur. Si tu le négliges, tu risques de te retrouver avec des températures assez élevées, dans le pire des cas, avoir une surchauffe de ton ordinateur, ce qui va le mettre en sécurité. Globalement, l'ordinateur va se mettre en sécurité, mais il va pas cramer, bien évidemment. Il y a des sécurités qui existent, qui sont là pour éviter justement les gros problèmes. Mais si jamais tu fais tourner souvent avec des températures très élevées, ta durée de vie d'ordinateur sera impactée. Il faut faire très attention à ça, il ne faut absolument pas négliger le taux d'air frais. A contrario, si jamais tu viens à mettre le maximum de ventilateurs dans ton boîtier, donc en plus de ceux à l'avant et à l'arrière, ça va être ceux que tu vas mettre principalement sur le côté ou sur le dessus de ta tour. Si jamais tu fais ça, tu vas perturber le flux d'air de base de ton boîtier, c'est-à-dire celui qui va de l'avant de ton boîtier vers l'arrière. C'est pour ça c'est conseillé justement de mettre à l'arrière les plus performants à l'avant et à l'arrière pour justement limiter l'impact qu'aura la perturbation d'air venant du dessus et du côté de ton boîtier. Car je rappelle une chose, le flux d'air normalement doit se faire principalement de l'avant vers l'arrière. Rien n'empêche bien évidemment de mettre le maximum de ventilateurs. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas perturber le flux d'air de ton boîtier. Dans ce cas-là, il faudra faire attention à mettre les ventilateurs les plus performants sur l'avant et l'arrière de ta tour. Donc pour lequel choisir entre les deux, tout dépend en fait de ton utilisation. Si jamais tu veux utiliser un water cooling pour de la bureautique, je pense que tu l'auras compris, il n'y a absolument aucun intérêt, si ce n'est que d'avoir une configuration jolie. Le water cooling, il va être plus là pour des tâches qui vont te demander des charges de travail monstrueuses, comme par exemple l'utilisation de ton PC comme serveur, du développement poussé comme de la modélisation 3D, de la programmation ou encore du minage. Et si jamais par contre tu fais de la bureautique ou du gaming, le Ventirad, même pour du gaming, est largement suffisant. C'est extrêmement rare les PC qui tournent à fond sur la carte graphique et à fond sur le processeur. Ça arrive quasiment jamais. Donc le Ventirad est largement suffisant pour pouvoir répondre à tes besoins, même pour du gaming. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et aiguillé un petit peu sur la différence sur les Ventirad et les water cooling. Si tu as des questions ou des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à les faire part en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner et à mettre un like, ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, je te dis ciao ciao et à la prochaine.